du conflit Citroën à d'autres usines de la région parisienne. Le ministre des Affaires sociales a reçu aujourd'hui les représentants de la direction, de la CGT et de la CFDT. Polémique entre le ministre de l'économie et le Sénat sur le montant de l'endettement de la France. Nous avons les moyens de gérer notre dette, affirme Jacques Delors. Le président Mitterrand en Norvège, un appel à la reprise du dialogue Est-Ouest et au respect des droits de l'homme par l'Union soviétique. La micro-informatique dans tous ses états, inauguration aujourd'hui à Paris du SICOB spécial informatique. Madame, Monsieur, bonsoir. Le conflit déclenché par la CGT dans les usines Citroën de la région parisienne s'est encore étendu aujourd'hui avec l'occupation des établissements de Saint-Ouen et d'Asnières. À Aulnay, à Nanterre et à Levallois, l'occupation des locaux par les grévistes se poursuit dans le calme. Les tribunaux de Bobigny et de Nanterre, saisis par la direction qui demande l'évacuation, ont décidé de surseoir à leur jugement jusqu'à jeudi, c'est-à-dire jusqu'à l'issue des discussions qu'a engagées le ministre des Affaires sociales avec les différents protagonistes. Monsieur Bérégovoy a reçu séparément aujourd'hui le président du groupe Citroën, les représentants de la CGT et de la CFDT, ainsi que le président de la Commission nationale de l'industrie. Le point de ces entretiens avec Martine Gilson. C'est après avoir vu le Premier ministre que Pierre Bérégovoy a ouvert ces discussions. Le premier reçu sera François Dalle, président de la Commission nationale de l'automobile. Ce qu'il faut surtout, c'est pas compromettre l'avenir. Nous fabriquons bien, nos voitures sont compétitives, nous faisons de la qualité, il faut continuer à en faire, il faut gagner les batailles pour que les difficultés d'aujourd'hui n'engendrent pas des difficultés beaucoup plus graves demain. Disons d'une manière générale, il y a des sureffectifs, on ne peut pas le nier. Midi pile. Deuxième rendez-vous avec la direction de Citroën, cette fois, Jacques Calvet en tête. Plus d'une heure d'entretien et devant le ministre, le patron de Citroën plaidera à nouveau la nécessité de supprimer 6 000 emplois. Nous sommes actuellement dans une situation qui est une situation très importante et très difficile pour notre entreprise et pour l'économie. Et par conséquent, il faut faire preuve de maturité et de sens des responsabilités. Alors j'ai exposé au ministre à nouveau pourquoi il était malheureusement, je croyais que ces décisions sont difficiles à prendre, malheureusement tout à fait indispensable de réduire les effectifs d'Automobile Citroën afin d'assurer sa compétitivité et de sauver l'emploi. Voici André Saint-Jean suivi d'Akagazi. Ils demanderont les 35 heures sans perte de salaire. Une heure plus tard, la CGT durcit le ton. Les propos du ministre ne nous autorisent pas, à l'heure qu'il est, à être confiants sur la possibilité de s'engager réellement vers des solutions qui permettent de maintenir les emplois chez Citroën, comme dans l'industrie automobile en général, et que par conséquent, eh bien, les travailleurs devront sans aucun doute continuer l'action qu'ils ont engagée. Dernier rendez-vous de la journée, la CFDT. Il n'y a pas de problème de sureffectif, redira Georges Granger, aussi longtemps que les 35 heures ne seront pas appliquées. Demain, M. Bérégovoy recevra les représentants de la CGC, de FO et de la CFTC. La CSL s'étonne d'avoir été oubliée dans la liste des invités et espère aussi être reçue demain. En Allemagne fédérale, c'est un conflit social plus dur encore qui menace l'industrie automobile. Le déclenchement hier par le syndicat de la métallurgie d'une grève illimitée pour obtenir la semaine de 35 heures sans perte de salaire a entraîné aujourd'hui la riposte du patronat de la région de Stuttgart, la première à être affectée par la grève. Les patrons ont décidé le lock-out, c'est-à-dire la fermeture des usines. Les métallurgistes de la Ruhr, en signe de solidarité avec leurs collègues de Stuttgart, observeront des arrêts de travail à partir de demain. En toile de fond de ces conflits du travail qui affectent en Europe de vieilles industries, une même crise d'adaptation et une même nécessité d'ajuster la main-d'œuvre et l'appareil productif à de nouvelles technologies. L'informatique est la nouvelle dimension de l'aventure post-industrielle. La coopération européenne dans ce domaine n'est pas un gadget politique, mais la condition même de l'existence de la France face à la puissance américaine et japonaise. C'est en ces termes que le ministre de l'Industrie et de la Recherche a souligné
souligné l'importance de l'enjeu en inaugurant aujourd'hui à Paris un salon international consacré à la micro-informatique. L'industrie française dans ce domaine est bien en retard par rapport à la concurrence étrangère, surtout américaine, mais elle garde des atouts dans le domaine des logiciels. Georges Leclerc. IBM, les trois lettres magiques de la grande firme américaine font trembler le monde de l'informatique quand ce n'est pas le monde tout court. Car IBM, sous des dehors assez rassurants, c'est près des 2/3 des ordinateurs de la planète. Pourtant, tout le monde est d'accord. Le jour où IBM s'est lancé dans la micro-informatique, ces petites machines ont commencé à tout envahir. Les laboratoires, la maison, l'usine, l'école, le bureau. Mais déjà, la menace américaine dans ce domaine ne se limite pas à IBM. Voici Olivetti. C'est une marque italienne? Non. Elle est aujourd'hui la propriété d'un autre géant des États-Unis, parmi les toutes premières sociétés au monde, AT&T. Et comme Olivetti possède beaucoup d'intérêts en France, 65% de l'Ogabax par exemple, c'est comme si AT&T était déjà chez nous. Faut-il alors baisser les bras et laisser les Américains dominer notre informatique? Ou se contenter de fabriquer chez nous des ordinateurs comme ce merveilleux HP 150, assemblé à Grenoble, mais conçu aux États-Unis dans la fameuse Silicon Valley californienne? Qu'en pensent les machines bulles issues du fameux plan calcul? Qu'en pense Thomson et son département communication? Qu'en pense Goupil, le petit génie de la micro-informatique française? À eux tous, les constructeurs français ne représentent que 2% du marché mondial des machines. 2%, 2 fois rien. La réponse, c'est peut-être de Californie, de la Silicon Valley, qu'elle nous arrive avec Apple. Minuscule société en 1977, rivale d'IBM avec des ordinateurs très avancés aujourd'hui. Ce qu'Apple a su faire avec son Macintosh, notre pays le réussira-t-il avec ses programmes? En France, il y a un savoir-faire en matière de logiciel qui est unique au monde, et le train à prendre, c'est le train du logiciel pour l'informatique personnelle. La direction est tracée, la force de notre pays, ce sont les cerveaux, les programmes, les logiciels. Controlix, la société de Claude Collin et Jean-Pierre Nordman, l'a compris. Ils vont exposer aux États-Unis leurs produits vedettes qu'ils montrent ici au ministre de l'Industrie. D'un côté, la modernisation coûte certains emplois traditionnels, mais de l'autre, ça en fait gagner. En matière d'électronique et d'informatique, il y a une perspective d'à peu près 500 000 emplois sur 10 ans. De toutes les manières, c'est la seule voie à suivre, sinon on sera balayé. C'est donc un enjeu fantastique qu'il s'agit de ne pas perdre. Déjà, de nombreuses sociétés françaises, comme celle-ci, s'implantent aux États-Unis. Leur but, que notre savoir-faire, notre culture, notre génie soient utilisés partout, même sur les plus performantes des machines étrangères. C'est comme cela que nos programmes se vendront. Voilà. L'endettement de la France à l'étranger ne cesse de croître. Le constat est indéniable, mais à combien se chiffre cet accroissement? Là, les informations et les appréciations divergent. Le Sénat a mis sur pied une commission d'enquête qui a publié son rapport aujourd'hui et la polémique est ouverte avec le ministre de l'Industrie et des Finances, Philippe Sassier. La polémique naît à Londres. En novembre 1982, le correspondant du journal Le Monde, Christopher Hughes, affirme: la France doit 240 milliards de francs à l'étranger et elle est championne du monde 82 des emprunteurs. Riposte du ministère des Finances: il faut retrancher de ce chiffre ce que nous doit l'étranger. On tombe alors à 50 milliards de dettes, un mois d'exportation, pas plus, affirme Jacques Delors. Et puis les estimations sortent en rafale. Et en mai 1983, Max Gallo, porte-parole du gouvernement, déclare: aucun pays ne publie les chiffres de son endettement. Mais au-delà de cette polémique chiffrée, une idée s'impose: si la dette est supportable par l'économie française, elle condamne peut-être les Français à la rigueur pour longtemps, et elle explique en partie le virage économique de 1983. Il y a quelques semaines, Jacques Delors révèle un nouveau chiffre. Fin 83, l'endettement de la France se montait à 451 milliards de francs. Il faut dire que le dollar, qui valait 5 francs 71 à Noël 1981, vaut 8 francs 40 à Noël 1983. La France s'est endettée et le dollar, en devenant plus cher, a également rendu ses dettes plus lourdes. Pour le Sénat, la dette extérieure de la France ne se monte pas à 451 milliards de francs, mais à plus de 600 milliards de francs. Car, disent les sénateurs, il faut tenir compte des dettes à court terme qui représentent 150 milliards et qui se sont fortement gonflées depuis 3 ans. Et si l'on ajoute à cet endettement le poids des dettes intérieures, les Français n'ont pas fini de rembourser.
La France est trop endettée et elle va avoir à payer dans les années qui viennent une surcharge qui va aller jusqu'à 150 milliards de francs en 1988, 90 milliards de capitaux et 60 milliards d'intérêts. C'est infiniment trop et les générations suivantes vont le supporter. C'est une faute qui suit la politique de 1981. Au ministère des Finances, un autre raisonnement. D'abord, on tient compte de l'argent que certains pays doivent à la France, alors que le Sénat estime que ces créances sont médiocres, et surtout, on affirme que les 150 milliards de dettes à court terme ne sont pas à prendre en compte car elles sont compensées par des créances commerciales solides. Il n'y a rien sous la table. La commission du Sénat parle de 150 milliards de dettes à court terme. Ça ne figure dans aucune définition de l'endettement, et d'ailleurs, ce n'est pas de l'endettement à venir. En plus, le Sénat a mis en face des 150 milliards de dettes, 150 milliards de créances. Donc nos chiffres sont justes. En second lieu, si nous sommes endettés, c'est pour préparer l'avenir. Et d'ailleurs, en mai 81, l'endettement était déjà de plus de 29 milliards de dollars contre 53 milliards de dollars à la fin de 83. Et enfin, troisièmement, est-ce que nous pouvons maîtriser cet endettement? Oui, dans le cadre de la politique de rigueur qui a été engagée et qui doit se poursuivre, et qui est d'ailleurs moins dure, je le dis en passant, que celle qu'ont appliquée pour les mêmes raisons la Grande-Bretagne et l'Allemagne à la suite du deuxième choc pétrolier. Par conséquent, nous avons la situation sous contrôle, et c'est pour ça qu'il faut faire un grand effort pour reconquérir notre marché intérieur, développer les exportations, et à partir de là, créer des emplois. À l'Assemblée nationale, c'est un sujet d'une toute autre nature, un sujet important pour les libertés que les députés abordent ce soir. Le garde des Sceaux, Robert Badinter, présente en effet un projet de loi sur la détention préventive qui a pour but d'accroître les droits des personnes arrêtées et présentées devant le juge d'instruction. Il faut savoir qu'en France, plus de 52% des personnes incarcérées sont en détention provisoire. Ce projet de loi vise à en diminuer le nombre et préconise un système plus proche du droit anglo-saxon. Les explications de Paul. Voici des galeries des 60 juges d'instruction du palais de Paris. Une série de portes anonymes qui ne s'ouvrent généralement que pour les interrogatoires. À l'image des locaux de justice, l'endroit n'est pas d'une folle gaieté. Le projet proposé par le garde des Sceaux à l'Assemblée est le suivant. Au moment où la police présente pour la première fois la personne arrêtée au juge d'instruction, ce magistrat a le choix entre le maintien en liberté ou la mise en détention. À ce moment-là, et avant de prendre sa décision, seul, comme avant, le juge d'instruction devra entendre dans un même débat les observations du procureur de la République et de l'avocat de l'inculpé. Il devra en outre motiver par écrit les raisons de sa décision. Réaction des juges d'instruction, plutôt mitigée. D'abord, disent-ils, nous ne mettons pas les gens en prison pour le plaisir. Ensuite, l'avocat, en général, n'aura pas plus d'éléments que nous sur la personnalité de l'inculpé. Vous savez, il est très important que l'avocat soit associé à l'instruction, que l'avocat soit présent tout au long de l'instruction faite par le juge d'instruction, mais il faut donner les moyens. Or, ce texte dit simplement que l'avocat est là, et on lui demande d'intervenir pour défendre une personnalité, un individu qu'il ne connaît pas. Il ne va rien apporter au juge. Le juge va lui demander « Maître, avez-vous quelque chose à déclarer pour faire valoir les droits de votre client ?» Le client, il ne le connaît pas. Il l'a vu 5 minutes avant. Comment voulez-vous donner à cet avocat la possibilité d'avoir un rôle efficace face à la puissance du juge d'instruction, face à la puissance des réquisitions du procureur de la République? Dans leur ensemble, les avocats, sans nier les difficultés matérielles de cette nouveauté, sont plutôt favorables. Ils rappellent que 8% des personnes emprisonnées dès la première comparution ne sont pas ensuite punies de prison. Quand on modifie les textes législatifs, au fond, on se demande comment est-ce qu'on a pu marcher avec les textes existants, et la réforme devient absolument évidente. Ça me paraît très important. C'est cette discussion qui va permettre qu'entre le magistrat instructeur, le représentant du parquet et l'avocat de la défense, eh bien, on trouve, au cours d'une discussion, une solution qui ne sera peut-être pas la détention préventive. Reste que le projet du garde des Sceaux, qui va sans doute réunir un consensus au Parlement sur ses principes généraux, devra prévoir un renforcement du contrôle judiciaire, c'est-à-dire le contrôle des policiers et des gendarmes sur les inculpés restés libres. C'est un autre problème. Le RPR a décidé de ne pas participer au débat sur le projet de loi qui se poursuit donc ce soir, et l'UDF s'abstiendra au moment du vote.
Deux syndicats de policiers ont ouvert aujourd'hui leur congrès annuel à Fontenay-sous-Bois. Bernard Delplace, secrétaire général du syndicat général de la police, majoritaire, a demandé le vote d'une loi protégeant mieux la sécurité des policiers. Et à Lille, le syndicat national autonome des policiers en civil souhaite un renforcement des moyens de pression syndicale des policiers. Un député socialiste commence une grève de la faim pour empêcher la fermeture d'une usine. Le député maire de Briançon, Robert de Caumont, s'est installé dans le local syndical de la société Péchinet de l'Argentière-la Bessée. Le groupe nationalisé veut fermer cette usine d'aluminium. Le député, lui, veut obtenir l'organisation d'une table ronde entre le ministre de l'Industrie, Péchinet, les syndicats et la région. Elena Bonner ne s'alimente plus depuis 3 jours. L'épouse d'André Sakharov a commencé à son tour une grève de la faim 10 jours après son mari dans leur exil de Gorky. Selon leur fils, leur santé à tous deux est de plus en plus préoccupante. André Sakharov, on le sait, veut que son épouse, malade, puisse aller se faire soigner à l'ouest. Si je vais à Moscou, ce sera aussi pour faire entendre notre politique en matière de droits de l'homme. Telle est en substance la réponse faite sur ce chapitre par le président Mitterrand, qui au terme ce soir de sa visite officielle en Norvège, tenait une conférence de presse à Oslo. Tout au long de la journée consacrée aux entretiens politiques avec les dirigeants norvégiens, c'est un appel à la reprise du dialogue Est-Ouest qu'a développé le président français. Mais comment dialoguer avec les soviétiques alors que sur tous les fronts ils durcissent leur position? La réponse du chef de l'État. Notre conception des droits de l'homme ne varie pas selon les latitudes, ni selon les circonstances. Tout le monde le sait. À Washington hier, éventuellement à Moscou demain. On le sait, on le saura. Et précisément l'un des intérêts les plus sensibles de l'actuel dialogue, pourrait-on dire franco-soviétique, car de toute façon il y a dialogue, c'est que personne ne met son drapeau dans sa poche, et en tout cas pas la France. Des centaines de personnes, je dis bien des centaines, et c'est plus près du millier que de la première centaine, sont libres aujourd'hui grâce à notre action. Je n'en ferai pas le compte aujourd'hui. Et d'autre part, la question est surtout une question de méthode. Qu'est-ce qui est le plus utile aux personnes dont nous parlons pour que leur chance soit plus grande d'obtenir les libertés qui leur sont nécessaires? Nous employons les méthodes qui nous paraissent les meilleures, et je dois dire que, au total, lorsque cette histoire sera écrite, on saura que la France a rempli correctement et honnêtement son rôle de défenseur des droits de l'homme. En Afghanistan, les troupes soviétiques poursuivent leur offensive dans la vallée du Panjshir au prix de lourdes pertes, selon des sources diplomatiques. Il s'agit de la plus vaste opération militaire lancée contre la résistance afghane en 4 ans d'occupation. Flambée dans le golfe Persique, où continuent de s'affronter l'Iran et l'Irak, 2 nouveaux pétroliers, un grec et un iranien, ont été touchés. L'Irak accuse l'Iran d'avoir attaqué ces derniers jours 2 autres pétroliers koweïtiens. Aux Philippines, le régime du président Marcos, pour la première fois en 19 ans de pouvoir absolu, vacille sous les bulletins de vote. Des élections générales, les premières après 9 ans de loi martiale, ont eu lieu hier. Et les premiers résultats semblent favorables à l'opposition. Bernard Benjamin. La joie des opposants au président Marcos. Finalement, ce sont eux les plus surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que le pouvoir en place reconnaisse leur voix. Car c'est l'opposition qui a le vent en poupe. Elle est en tête dans 90 des 154 circonscriptions pour lesquelles on a déjà une tendance. À Manille même, elle pourrait s'adjuger 15 des 21 sièges à pourvoir. Cela dit, la joie de ses supporters est encore éphémère. Le dépouillement n'est pas terminé et les dirigeants de l'opposition ont déjà accusé le pouvoir de s'apprêter à truquer les résultats en sa faveur.
Exemple des irrégularités qui pourraient se multiplier, cette femme qui affirme avoir trouvé dans la rue une urne et des centaines de bulletins de vote déchirés. Quoi qu'il en soit, le désaveu infligé au président Marcos est aujourd'hui reconnu par tout le monde à Manille, même si celui-ci n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est en effet que dans une semaine que les résultats définitifs seront connus. Scène d'horreur dans l'océan Indien et émotion considérable en Grèce. Un capitaine grec, aidé d'une partie de son équipage, a en effet jeté aux requins 11 passagers clandestins des Kenyans qu'il avait découverts à bord de son cargo en mars dernier, alors qu'il quittait le Kenya pour le Pakistan. Rentré à Athènes, il a été dénoncé par quelques-uns de ses marins. Le capitaine et 11 membres de l'équipage ont été inculpés. L'honneur de l'une des premières nations maritimes du monde est ensanglanté, estime-t-on en Grèce. Attentat à l'explosif en Corse du Sud, une villa a été entièrement détruite à Cargèse la nuit dernière. Le difficile dossier de l'enseignement privé fait une fois de plus l'objet de consultations avant l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale lundi prochain. Le Premier ministre a reçu ce matin une délégation de l'enseignement catholique conduite par le père Guiberto. Monsieur Mauroy lui a donné des assurances verbales sur un certain nombre de points, notamment sur le financement des établissements privés par l'État en cas de refus des communes. Sur la question cruciale du statut des maîtres, le Premier ministre est resté sur ses positions, a déclaré le père Guiberto. Demain, Monsieur Mauroy doit recevoir une délégation du CNAL. La préparation des élections européennes anime la scène politique à Clermont-Ferrand. Ce soir, Madame Simone Veil, qui conduit la liste unique de l'opposition, s'adresse aux militants et aux sympathisants de la région. L'ancien président, Valéry Giscard d'Estaing, est présent. Sur place, Jean-Louis Le Sel. Parlera pas. À ce petit jeu qui prévalait dans les coulisses de la salle de Clermont-Ferrand, où Simone Veil et Bernard Ponce venaient en fin d'après-midi présenter leur liste, ce sont les seconds qui ont gagné leur pari. Car il n'a pas parlé, c'est bien entendu Valéry Giscard d'Estaing. Discret, tellement discret que la rencontre s'est faite à la hâte dans une salle interdite à la presse. Applaudissements pour tout le monde, à égalité, mais pourtant des distances. L'ancien président de la République, qui s'était tenu à l'écart jusqu'à l'arrivée de Madame Veil, est allé s'asseoir dans la salle au premier rang. Il est vrai qu'à l'origine, Valéry Giscard d'Estaing avait nettement marqué sa préférence pour deux listes distinctes de l'opposition à l'élection européenne. Depuis, il a affirmé s'être rallié à la liste unique voulue par Simone Veil, mais visiblement, c'est du bout des lèvres. Même s'il a accepté à la dernière minute de ne plus bouder le dîner privé de ce soir, qui réunira Simone Veil et les élus de la région Auvergne. Les écologistes ont annoncé la composition de leur propre liste pour les européennes aujourd'hui à Paris. Brice Lalonde, on le sait, n'en est pas, puisqu'il fait partie de la liste de l'Air d'Olivier Stirn. Tête de liste des écologistes, cette fois-ci, Didier Angers. Laurence Werve. On les appelle les Verts et la liste pour les élections européennes qu'ils ont présentée aujourd'hui s'appelle Europe Écologie. Y a-t-il une place pour les Verts dans ce scrutin où vont dominer les préoccupations de politique intérieure et économique? La réponse de Didier Angers, tête de liste. La droite a échoué avant 1981, la gauche est en train d'échouer à l'heure actuelle. On en sait quelque chose avec la crise dans l'industrie et dans l'agriculture. Qui d'autre que nous dirait qu'il faut un partage autre de l'emploi, un partage différent du temps libre et un meilleur partage des revenus? Qui d'autre que nous prendrait la défense de l'environnement en Europe? Qui d'autre que nous appellerait un autre type de défense pour l'Europe? Et qui d'autre que nous appellerait à ce que les régions et l'Europe soient plus importantes que l'État-nation? Les Verts se fixent pour objectif de passer la barre des 5%, en deçà de laquelle ils n'auraient pas d'élus. Les personnalités de l'opposition regorgent ces jours-ci de projets en matière d'audiovisuel. Après Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, le président du RPR, a révélé aujourd'hui la nouvelle politique de communication qu'il veut proposer aux Français en cas d'alternance. Un projet tout aussi libéral que celui de l'ancien chef de l'État. Patricia Charnelet. Jacques Chirac a dressé un réquisitoire contre l'audiovisuel qui oscille selon lui entre la confusion et le sectarisme. Sa solution, c'est la libéralisation, c'est-à-dire la séparation de la communication et de l'État. Il propose un véritable bouleversement du paysage audiovisuel. La limitation et la rénovation du service public, une seule chaîne de télévision nationale, une seule société de radio.
l'abaissement de la redevance télévision et la suppression de la redevance sur les magnétoscopes, l'encouragement de la participation des Français au capital des entreprises privatisées, l'ouverture des antennes aux télévisions locales privées. Jacques Chirac n'est pas le seul dans l'opposition à vouloir transformer la communication. L'équipe de Valéry Giscard d'Estaing a présenté il y a quelques jours un projet. Même critique du poids de l'État, même réponse, la liberté, même proposition. Une seule chaîne de télévision nationale. La possibilité pour la presse d'investir elle-même dans les nouveaux médias. La suppression de la haute autorité et l'institution d'une autorité purement technique. Les propositions de l'ancien président de la République et de l'ancien Premier ministre alimenteront le débat technique sur l'avenir de la télévision. Elles présentent également bien des aspects polémiques et passionnels par le procès qu'ils font l'un et l'autre de l'actuelle télévision. Ils prennent là le risque de se voir rappeler leur politique passée. Pour parer aux critiques, Jacques Chirac a admis ce matin que tout pouvoir était fasciné par l'audiovisuel et qu'il nourrissait l'illusion qu'en contrôlant les médias, il réussirait à convaincre durablement ses électeurs. Commentaire du porte-parole du gouvernement, Max Gallo. Monsieur Chirac est un partisan dogmatique du monopole. Hier, celui de l'État parce qu'il en était le maître. Aujourd'hui, celui de l'argent parce qu'il escompte en être le principal bénéficiaire. Fin de citation. Les nouvelles techniques de l'audiovisuel au service de la peinture, tel est le sens de l'expérience organisée aujourd'hui par le Centre Pompidou. Une visite guidée à distance de l'exposition Bonnard qui s'y poursuit jusqu'à la semaine prochaine et qui est sur le point de battre tous les records d'affluence. Jean-Marc Dubois. Le peintre Pierre Bonnard au Centre Georges Pompidou. Une exposition qui en 3 mois aura reçu près de 500 000 visiteurs. Un succès sans précédent. 70 tableaux qui retracent l'œuvre du peintre, comme ici le cheval de cirque ou cet autoportrait. Pour admirer ces œuvres cet après-midi, ils étaient plus de 7000 en même temps. Pourtant, le centre Georges Pompidou était presque désert. Les 7000, eux, étaient tranquillement installés dans des fauteuils de cinéma. En province, comme ici à Clermont-Ferrand, en tout 32 salles de cinéma. Pendant 2 heures, ces spectateurs privilégiés ont pu se promener à distance au travers de l'exposition grâce à la vidéotransmission. À Beaubourg, des caméras de télévision filment les tableaux de Bonnard. Ces images sont transmises vers les 32 salles de cinéma de province. Les spectateurs reçoivent l'image en direct avec les commentaires des responsables du centre Georges Pompidou et ceux des spécialistes de l'œuvre du peintre. En somme, le meilleur cours possible sur Bonnard. Ces visages de Bonnard sont très rares dans notre vision, puisque Bonnard ne se laissait pas approcher facilement à la fin de sa vie. Il aimait qu'on le laisse à se concentrer sur les tableaux qui lui restaient. La découverte d'une œuvre par caméra interposée ne peut sans doute pas remplacer le contact direct, mais offre d'autres possibilités. On va vous répondre à cette question en images. Donc c'est pas simplement un moyen passif où on regarde des gens savants expliquer des tableaux. Il y a des questions, c'est possible. On participe, on ne consomme pas seulement. Je croyais connaître Bonnard et j'ai redécouvert Bonnard d'une façon extraordinaire parce que je me suis aperçue que je ne connaissais pas. Et pourtant je suis prof de dessin. Une expérience qui sera sans doute renouvelée, bien qu'elle soit relativement coûteuse. À partir du mois d'août, 300 salles de cinéma seront équipées et pourront, à la demande, se transformer en vidéomusée. Du sport encore, du tennis avec une surprise aux internationaux d'Italie cet après-midi. L'Argentin Guillermo Vilas, tête de série numéro 7, a été éliminé par le Tchécoslovaque Pavel Slozil 2-6, 2-6. Qualification en revanche du Français Henri Lecomte, vainqueur de l'Argentin Castellón et du Suédois Mats Wilander. Olivier Ray. Mats Wilander, ici au service, s'est qualifié difficilement cet après-midi sur le central du Foro Italico en battant l'Espagnol Sergio Casal en 3-7, 7-5, 5-7, 6-2. Après un premier set gagné sur le fil, Mats Wilander, gêné par le vent, perdait le deuxième. Mais le Suédois a retrouvé la bonne cadence dans le troisième set où il prenait la mesure de son adversaire pour l'emporter 6-2. Une qualification difficile pour Wilander qui affrontera au prochain tour l'Italien Francesco Cancellotti, vainqueur aujourd'hui de l'Américain Giamalva.
Vantaggio Casale. Football, rencontre cruciale ce soir à Colombes entre le Racing Club de Paris et l'AS Saint-Étienne, puisqu'il s'agit du match aller des barrages qui décidera du sort de Saint-Étienne pour son maintien en première division. Un mot du temps de demain, Alain Gillot-Pétré. Avec une information exclusive, le soleil existe encore. Je dis ça pour ceux qui ne l'ont pas vu depuis 10 jours. Regardez la photo satellite, c'est pas étonnant quand on regarde cela. La photo satellite qui va venir derrière mon dos, non, qui ne vient pas. Enfin bref, si, voilà, beaucoup de nuages sur toute la France. Ce qui va se passer dans les jours prochains, un vaste système dépressionnaire va s'installer sur toute l'Europe. On n'a pas fini de voir des nuages. Regardez-les sur la carte de demain, on en met partout. Ils seront plus abondants au nord-est où ils pourront donner des orages qui auront tendance à déborder le soir vers le bassin parisien et le centre. Orages également sur le sud-est en soirée. Des nuages également sur le nord-ouest, mais simplement de la petite bruine. Et donc, du nord au sud-ouest et au sud-est, ce sera quand même un temps variable. Il y aura un peu d'éclaircies. Côté température, c'est la hausse. 11 à 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 20 degrés sur la moitié sud. On va quand même finir par revenir près des normes. Demain, c'est le mercredi 16 mai. Lever du soleil 6h07, coucher 21h27. Il y a 2 minutes de soleil en plus. C'est la Sainte-Honorée qui est le patron des boulangers. Puis là, j'ai des cerises. C'est une information. Ce sont les premières cerises de France. On me les a apportées de Céret en Val-Espire dans le Roussillon. Céret qui se trouve à la même latitude que Rome. Et je vous les donnerai. Elles sont très bonnes. Et je vous les donnerai. À 23h15, Hervé Claude vous présentera notre dernière édition et aussi notre magazine du Festival de Cannes. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. À demain, 20h. Très bonne soirée.